passer aux Comores, c'est notre plus gros département. Mayotte. Mayotte. Oui, mais c'est très poreux. La partie française. Oui, mais il n'y a pas de frontières. Demandez à madame. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'avais une question à poser à Monsieur le recteur Dumont. Vous, dans votre typologie, là, les différentes phases qui étaient très intéressantes, vous n'avez pas évoqué les conséquences de la dislocation de l'Empire soviétique dans l'expansion. Et je pense que c'est un aspect intéressant. Bon, vous avez fait allusion aux Balkans, mais sans rentrer dans les détails. Mais il y a eu des conséquences, j'ai l'impression, sur la Tchétchénie. Et je me pose des questions pour savoir comment cette communauté tchétchène a été créée en France. Qui a l'air, il y a quand même une communauté qui a l'air importante et qui a donné, qui semble même alimenter des djihadistes. Alors pour moi, je serais intéressée d'avoir quelques renseignements à cet égard. Et pour voir si les motivations, il n'y a pas une conséquence de l'éducation soviétique dans les motivations des Tchétchènes au djihadisme, cet idéalisme qui n'a pas été réalisé. Je ne sais pas, j'essaye de comprendre quelle est la différence, parce que je vois beaucoup mieux les motivations des Maghrébins, où il y a une frustration, il y a beaucoup de choses qui m'est plus facile à comprendre que ceux des Tchétchènes, parce qu'il y a eu aussi l'attentat à Boston. J'essaye de comprendre. Je vous remercie. Non, en fait, l'implosion soviétique, et déjà la perestroïka, et après l'implosion soviétique, ont été vécues, ressenties et engendré des réactions extrêmement différentes selon les territoires de l'URSS. Pour le dire autrement, vous avez certaines républiques qui sont retrouvées indépendantes sans vraiment l'avoir voulu, et d'autres au contraire, comme l'Ukraine, qui a vraiment voulu être indépendante, que c'est le Soviet suprême de l'Ukraine, du temps de l'URSS, qui a demandé la mise en place d'une confédération, c'est-à-dire en fait la suppression de la centralisation sur Moscou. Concernant la Tchétchénie, c'est vrai que ça fait partie des territoires de l'ex-URSS qui n'avaient pas beaucoup envie de rester dans la fédération de Russie. D'où toutes les tensions que vous connaissez, toutes les guerres que vous connaissez. Qui dit guerre dit conflit, et qui dit conflit dit exode. Et donc on a eu un certain nombre d'immigrants tchétchènes qui se sont dispersés dans le monde et qui aujourd'hui exercent leur rôle politique de diaspora là où ils habitent. Mais il faut toujours se rappeler le problème initial qui est d'un territoire qui est irrédentiste par rapport à son appartenance à la fédération de Russie. Ça, c'est le problème fondamental. Alors, pour revenir à Mayotte que vous évoquez, donc Mayotte, c'est la majorité, très grande majorité musulmane, hein, comme vous le connaissez. La difficulté, moi je me suis beaucoup battu pour Mayotte, parce que je considère que la France y est extrêmement mal pris, d'une part, en voulant imposer une départementalisation à Mayotte, alors que le développement de Mayotte est obéré par cette départementalisation, c'est-à-dire la contrainte pour Mayotte de respecter les réglementations de la France métropolitaine et les réglementations de l'Union européenne, puisqu'elle fait partie de l'Union européenne, la met en situation d'assistanat et ne lui permet pas de développer la stratégie de développement qui pourrait réussir dans la région de l'océan Indien où elle se trouve. Deuxièmement, il faut toujours rappeler, dans les expansions musulmanes que j'ai résumées, qu'en réalité, tout ça se traduit par une diversité musulmane beaucoup plus grande que la simple séparation sunnite, chiite, etc. Parce que cette expansion musulmane s'est moulée localement sur des réalités culturelles anciennes. Et par exemple, à Mayotte, on a à la fois ce paradoxe où une femme pouvait être mariée en son absence, mais qui en même temps était propriétaire du logement. Bon, ouais, des choses comme ça. Donc on a voulu brutalement... Alors moi,
j'ai obtenu, je ne vais pas entrer dans les détails, on n'a pas le temps, j'ai obtenu à peu près qu'on retarde de 10 ans un petit peu ce que la France voulait faire là-bas. Malheureusement, si vous voulez appliquer bêtement le code civil de la France métropolitaine à Mayotte ou en Guyane d'ailleurs, c'est absolument aberrant, c'est pas comprendre la réalité des diversités culturelles et le fait que pour que les choses réussissent, il faut appliquer le principe de subsidiarité. Voilà comment je pourrais résumer ma réponse. Alors je voudrais ajouter juste à ce que M. Dumont vient de dire, qu'à Mayotte, d'ailleurs, pour les raisons que vous avez évoquées, ce n'est pas une vraie départementalisation. Il y a des exceptions, d'exceptions, et d'ailleurs même le code civil ne s'applique pas. Par exemple, pour le mariage, pour les divorces, c'est un autre statut qui n'est pas applicable en France métropolitaine. Donc c'est différent. Oui, j'ai beaucoup aimé ce parallèle que vous avez établi et qu'en fait, wahhabisme et frères musulmans ont des facteurs communs. Chose qu'en France, on rejette parce que tout le sud de la France est travaillé par les frères musulmans, à part d'autres régions. Mais ma question est la suivante, voyez-vous. Vous ne pensez pas qu'on insiste trop sur ces mouvements 19e, alors qu'il y a dans l'islam classique les Hanbalites qui ont fait du terrorisme, qui ont cassé les instruments de musique, qui se sont attaqués aux tavernes. On a même dans l'histoire première de l'islam des actes terroristes où on a tué un bonhomme bien qu'il fût musulman pour prendre sa femme de force. Vous connaissez l'histoire. Donc, je crois qu'il faudrait peut-être aussi, quand on parle de frères musulmans, de wahhabistes, de Daesh, rappeler toute la première histoire de l'islam et toute l'histoire du terrorisme à travers les 14 siècles d'islam. Mon cher Bassad, je l'ai fait en parlant des Kharijites, les séparés, qui étaient des rigoristes. Mais je ne méconnais pas le hanbalisme, mais j'ai bien dit, j'ai bien insisté en disant que le wahhabisme, le sous-titre de mon livre, le wahhabisme est-il un contre-islam, constitue une rupture épistémologique, donc une hérésie schismatique par rapport aux 4 grandes écoles aussi rigoristes, puritaines, et-elles pu être à certaines époques de l'histoire de l'islam. Tout nous aussi, nous avons eu nos iconoclastes, on en a encore. Et voilà, donc je ne méconnais pas cet aspect, mais il faut insister sur cet aspect de coupure. On passe dans une autre dimension avec ce qui devient central, ce pilier, ce 6e pilier, cette obligation cachée de la conversion par la violence qui contredit la sourate que je vous ai citée tout à l'heure, qui contredit en matière de religion, point de contrainte. Voilà. Donc là, je ne vous ai présenté que mon introduction, mais il faut voir qu'aujourd'hui, puisque le wahhabisme apparaît dans nos banlieues auprès de jeunes gens qui sont totalement déculturés, comme la source pure et infalsifiée. Vous savez, c'est comme le libre marché, qui doit être, la concurrence doit être pure et parfaite, pure et infalsifiée de l'islam. Il suffit qu'on vous le dise, comme on l'a bien noté tout à l'heure, personne ne lit le Coran dans le texte. C'est comme si nous, on nous demandait de lire l'Iliade et l'Odyssée dans le texte. Peu de gens le pourraient, pas même moi. Non, je dis pas même moi parce que j'ai fait des études de grec ancien. Et voilà, donc il suffit ajouter à cela, bien sûr, il y a le côté publicitaire qui a été souligné par le professeur Loger, mais les jeunes gens, les aspirations romantiques, vous allez sur un site djihadiste, les chants sont extrêmement prenants, même envoûtants, ces appels à la guerre, au djihad, il y a de quoi se laisser fasciner, même il y a des mots peut-être plus forts que fasciner. Ensorcelé, voilà, ensorcelé. Ce qui explique beaucoup de choses, sauf que je n'ai pas eu le temps de le traiter, et là je m'arrête maintenant, c'est que ces mouvements, même s'ils sont microscopiques, sont en train d'apparaître absolument dans toute l'Asie. Singapour n'est pas exempt, la Thaïlande n'est pas exempte, pas seulement l'Indonésie, la Malaisie ou les Philippines, ça apparaît partout. Donc là, il faut véritablement commencer à regarder vers l'avenir et essayer de comprendre les racines du mal. Merci beaucoup pour tous les intervenants, surtout M. Onoché, pour cette clarité du problème de les djihadistes qui étaient divisés ou qui étaient
maintenant c'est partout, tous les pays, presque, comme j'ai gardé la même métier dans mon thèse. Aussi, j'ai préparé des mémoires dans le salafisme, dans mon pays, je suis irakien. Bon, j'ai posé une question claire, ici, sur le banlieue à Paris. Il y a pas mal de menaces de la minorité chiite. Il y a pas mal de menaces, surtout ils sont écrits sur la porte chiite, dégage ou je sais pas quoi. Ça arrive, oui, chez moi. Voilà, sur la porte, voilà, etc. Dans la mosquée aussi, où nous pensons les chiites, c'est les musulmans. Il n'y a aucune différence entre les chiites, les sunnites, sauf le wahhabisme ou le salafisme, ça pose des problèmes. Mais quand on part aux mosquées, il ne reste pas le site qu'on fait partager la prière ou de partage du fait du laïd ou des choses comme ça. Malheureusement, maintenant, c'est tous les mosquées, presque ce que je connais, tous les mosquées à banlieue, et ils sont posés problème pour cette... Alors, cher monsieur, je voudrais voir, est-ce qu'il y a un moyen de protéger cette minorité et arrêter les djihadistes, et arrêter les salafistes de faire des menaces. C'est pas que contre le français, contre les minorités chiites. Il y a... Le grand problème, c'est que l'islam doit aussi faire un effort de prosélytisme, un effort d'explication. N'oubliez pas que les portes de l'ijtihad, c'est-à-dire de l'exégèse coranique, sont fermées chez les sunnites depuis le XIe siècle. Or, je vois qu'un certain nombre d'oulémas s'échinent pour essayer de dire « mais le wahhabisme, c'est pas l'islam ». Mais les jeunes gens ne vont pas sur sunna.com. Ils écoutent les gars qu'ils rencontrent au coin de la rue, qui lui disent « allez, laisse tomber le shit, laisse tomber ceci, laisse tomber cela, et viens me prier avec nous ». Il y a un très grave problème. Et je pense que la guerre, c'est pour ça que j'ai axé mon livre sur cette question, la guerre est d'abord une guerre idéologique, une guerre théologique. Si on ne fait pas de théologie aujourd'hui, on ne peut rien comprendre à ce qui se passe dans le monde actuel. Alors on pourra parler de terrorisme ceci, de terrorisme cela, d'accord, mais voyons quelles sont, encore une fois, roots, les racines du mal. Hein. Et les racines sont d'ordre théologique. Monsieur, vous voulez poser une question brièvement, oui, s'il vous plaît? Alors, Raphaël... Oui, je te remercie. Raphaël, donc journaliste, Raphaël Vermand, journaliste du Cercle des Volontaires. Donc il y a un penseur musulman dont j'ai oublié le nom, vous me pardonnerez, qui a dit, vous me donnerez le nom je pense, l'ignorance mène à la peur et la peur mène à la violence et à la haine. Voilà. Donc, je pense que peut-être, je ne sais pas si ça a été mentionné, mais j'ai découvert récemment qu'à Médine, le prophète avait instauré une sorte de laïcité, puisque les musulmans étaient... alors justement, peut-être vous pourriez me rebondir là-dessus et en dire quelques mots. Alors, vous citez Averroès, mais qui est aujourd'hui bien oublié. Il faudrait faire remonter Averroès, qui avait dit, au fond, la raison, c'est la lumière de Dieu dans le cœur de l'homme. Il ne peut pas y avoir de foi sans raison. Les choses marchent de pair, comme le bon sens, c'est aussi une étincelle de divinité dans l'âme de l'homme. Vive Averroès, bien entendu. Combattons l'ignorance, mais là, on a beaucoup de travail à faire. Les écoles laïques, républicaines, qui nous enseignent le vivre ensemble, apparemment, ont parfaitement échoué à cela. Et d'abord, aussi parce que l'islam de France n'a pas les imams, n'a pas les oulémas qui seraient formés, compétents, ils ne comprennent pas, tous les musulmans ne comprennent pas les véritables problèmes de l'islam. Or, l'islam est en guerre contre lui-même. Ça, c'est ma formule. L'islam est en guerre contre lui-même. Le wahhabisme est une guerre déclarée à l'islam. Et je vais très loin dans mes raisonnements, puisque je dis que le wahhabisme est peut-être le moyen, un outil de destruction de l'islam. Mais ça, vous trouverez les raisonnements. Notre ami Bruno Dreski a comparé ça à l'ultra-puritanisme judéo-protestant, vétérotestamentaire, à Cromwell. Il y a des analogies qui méritent. Il y avait tout à l'heure un étudiant musulman, sunnite, qui fait des recherches sur cette... mais je ne le vois pas. Peut-être ne l'a-t-on pas laissé entrer. Oui, il était à l'entrée, mais il était sur une liste qui n'était pas définitive. Donc, je pense que c'est l'aspect qu'il faut creuser.
Je ne suis pas un spécialiste du Coran, enfin bon, j'ai une certaine connaissance de l'arabe, et je ne suis pas un spécialiste religieux ni théologie, mais j'ai entendu à 2 fois une référence au fait que le Coran ayant été écrit en arabe, effectivement, il y a pas mal de siècles, que c'était pas le langage de la rue. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper, enfin le problème n'est pas, on ne peut pas comparer cette situation à un musulman de maintenant qui lit le Coran, qu'il a appris d'ailleurs à l'école quand même, qui sait lire au moins, c'est quand même la même langue qu'il y a dans un État ancien, c'est pas du tout comparable avec un Français qui voudrait lire l'Iliade dans le texte. Moi, le grec n'est pas, moi j'ai fait du grec aussi, mais c'est pas ma langue maternelle, et puis je vais pas lire l'Iliade dans le texte, je n'ai aucune prétention à ça. D'autre part, je pense que vouloir mettre le Coran, vouloir transférer un texte religieux en langage de la rue, comme je l'ai entendu aussi tout à l'heure, ça me paraît sans conséquence. Imaginons seulement, c'est vrai dans toutes les langues, c'est pas vrai seulement pour l'arabe et l'arabe coranique, imaginons seulement qu'on essaie de faire le séminaire d'aujourd'hui, toutes les interventions en langage de la rue, soit un langage d'une banlieue ou d'un quartier sensible, ou bien même de mon village natal, ou bien même de mon village natal, mon village de campagne. Ça serait incompréhensible, hein. Pour les gens c'est de l'hébreu, absolument. Vous me rendrez cette justice, que je n'ai pas dit qu'il fallait transcrire le Coran en langage de la rue. Rendez-moi cette justice. Maintenant, interrogez les musulmans, demandez-leur s'ils ont lu le Coran et s'ils le comprennent. On peut l'apprendre par cœur, le Coran, mais on le comprend. Non, mais c'est pas une question de langue. On peut l'apprendre par cœur sans le comprendre. Oui, mais c'est ça tout le problème. Bon, on va arrêter le débat là. Oui, on va arrêter le débat. Voilà. Non, mais je disais que c'était pas une question de langue, c'est ça que je voulais dire. Tout à fait. Non, non, mais...